La colère ne retombe pas contre la réforme, ça continue, ça continue. Vous avez vu le 1er mai, vous avez vu le président Macron à la finale de la Coupe de France qui a dû remettre la Coupe de France cachée dans le stade pour ne pas être hué par la foule. Et non, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas le copain de Toulouse, du DFO de Toulouse. Il avait des syndiqués qui sont montés dans la match. Pour ceux qui s'intéressent, Toulouse a gagné. Bon. Et les supporters de Toulouse, syndiqués aussi à FO, bon, 5-1, ils sont contents, ils n'avaient pas gagné, je crois, depuis 70 ans. Ils attendaient qu'un truc, c'est qu'on remette la coupe au capitaine et qu'ils applaudissent, on a gagné. Ils l'ont même pas eu, ça. Ils ont remis la Coupe de France cachée, quasiment dans un couloir, pour ne pas se faire huer. De la même manière, dès que vous avez un ministre qui sort, il y a les casseroles, il y a les trucs. Nous, on avait un Ndiaye à Lyon la semaine dernière. Il a annoncé sa venue 2 heures avant. En 2 heures, tu avais 200 personnes devant l'INSPE. Il n'a pas pu rentrer. Et là, je vous donne une anecdote. Regardez les infos demain. Demain, Ndiaye, il va à Saintes, en Charente-Maritime, dans un lycée. Là, aujourd'hui, j'ai des collègues de Bordeaux qui m'appellent. On a regardé Saintes, c'est 1h30, on monte à 25. J'ai les collègues de Limoges, j'ai les collègues de... Dès qu'il y a un ministre, voilà. Les collègues ont envie d'en découdre, ont envie de lui... Ils ont acheté des casseroles, tout ce que vous voulez, etc. Donc il y a cette ambiance. Et donc dans l'éducation nationale, moi je partirais d'une chose, et vous allez voir qui revient au problème que vous avez posé sur la question des salaires et du pouvoir d'achat. Parce que ce problème est réglé pour les enseignants. Macron a parlé, Ndiaye a parlé, il y a un pacte. Donc les enseignants, et je ne parle même pas des AESH, n'ont plus de problème financier. Tout a été réglé selon les médias. Alors Macron avait dit 10% pour tout le monde. C'est loin d'être le cas. Et, alors vous allez voir les 2 annonces de Macron, et vous allez voir que ça revient sur l'affaire de l'inclusion. Dans son projet, il y a 2 enveloppes. Première enveloppe, alors on ne parle que des enseignants, puisque les AESH n'ont pas de problème d'argent, c'est bien connu. Ah si, une prime de 60 €, 70 € à la rentrée. Voilà. Ça suffira. Au suivant, en gros. Ah ben voilà, 1,50 €, c'est bien. Donc les AESH, pour l'instant, j'y reviendrai après sur les AESH. Les annonces de Macron et Ndiaye concernent les enseignants, avec 2 enveloppes. Une enveloppe, ils appellent ça le socle, c'est une augmentation qui n'est pas liée à des contreparties. Ces augmentations, premier élément, c'est que des primes. C'est-à-dire, c'est pas du point d'indice, c'est pas du traitement, ça ne comptera pas pour la retraite. Ces primes, quelles sont-elles? Pour tous les enseignants, l'ISAE double. Donc, l'indemnité de suivi des élèves. Donc, pour tous les enseignants, les annonces de Macron, c'est plus 96 € net par mois à partir du 1er septembre. En dessous de l'inflation 2023. Rideau. Les enseignants qui sont avant le 7e échelon de leur classe, c'est-à-dire dans les 12-13 premières années de leur carrière, eux, en plus de ces 96 €, auront une prime entre 50 et 100 € par mois. Une prime dégressive. Après le 7e échelon, plus rien, à part les 96 €. Ces affaires de primes, d'ailleurs, en début de carrière, on a fait les calculs, hein, vous le verrez dans le journal, vous arrivez à un truc de dingue. Quand vous prenez un échelon, vous gagnez des points d'indice, donc votre salaire augmente. Oui, mais dans le même temps, la prime que vous touchez en début de carrière descend. Ce qui veut dire que, en début de carrière, les changements d'échelon, d'accord, on gagne plus de points d'indice, mais on perd une prime, vont lisser la grille. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, par exemple, entre le 4 et le 5e échelon, ce sera plus 36 €. Entre le 5 et le 6, plus 34. Entre le 6 et le 7, plus 32. Absolument. Donc ça, c'est la première partie, le socle. Et la deuxième, donc qui est bien sûr largement insuffisante, qui n'est pas indiciaire, qui est en dessous de l'inflation, qui est tout ce que vous voulez. La deuxième partie qui a fait beaucoup plus parler, c'est le pacte.
Donc le pacte, alors, travailler plus pour gagner plus. Nous, on dit plutôt travailler plus pour perdre moins, parce que c'est plus proche de la réalité. En gros, Macron, il dit, bon ben voilà, on va verser 1250 € bruts par an à des collègues qui accepteraient plusieurs missions supplémentaires. Et vous pouvez prendre jusqu'à 3 groupes de missions. Donc jusqu'à 1250 € bruts par an, fois 3. Et ça, c'est pareil, c'est pas du salaire. C'est des primes, c'est que des primes. Que des primes. Alors, il y a un premier truc, quand on regarde ça, on dit bah, c'est dégueulasse, déjà on travaille beaucoup, pourquoi il faudrait travailler plus pour gagner un peu plus, c'est dégueulasse, c'est vrai. Mais, quand on regarde de plus près ce qu'ils vont proposer dans ce pacte, on rejoint tout à fait les problématiques que vous avez évoquées ce matin. Première chose que vous pouvez faire dans le pacte, dans le premier degré, les professeurs des écoles pourront assurer des sessions hebdomadaires de soutien en 6e, donc vous allez faire classe en 6e, participer au dispositif devoirs faits en 6e, apporter un soutien renforcé aux élèves en difficulté à l'école élémentaire et accompagner les élèves en difficulté en stage pendant les vacances. Et si vous acceptez ces missions, 1250 € bruts par an. Oui, mais mettez ça en relation avec ce que raconte Laurent. Les 60 postes en moins dans l'académie et les 15 postes en moins dans le département. Côté pile, le ministre Indien, il ferme 2000 postes d'enseignants à la rentrée. Là aussi, par ailleurs, ils avaient utilisé le 49.3. Ça avait fait moins de bruit à l'époque. Mais... Donc, côté pile, on supprime 2000 postes d'enseignants premier et second degré à la rentrée. Donc, on dégrade les conditions d'apprentissage des élèves. Côté face, mince, les élèves ont des problèmes d'apprentissage. Donc, on va rémunérer en plus des enseignants pour les suivre, d'une certaine manière, pour compenser les fermetures de postes. Deuxième chose, RASED. Il n'y en a quasiment plus, ils sont en portion congrue pour aider les élèves en difficulté. Plus besoin de RASED, d'enseignants spécialisés, puisque c'est dans le cadre du pacte que les enseignants, pour gagner quelques cacahuètes en plus, vont aller s'occuper après la classe des élèves en difficulté. Plus besoin de RASED, circuler. Deuxième élément dans le pacte, l'accompagnement renforcé des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les élèves en situation de handicap. Nous arrivons donc aux problématiques d'inclusion qui, alors là, dans chaque département, si vous voulez où je vais, je les ai quasiment tous faits, il suffit que quelqu'un dise inclusion, et tout le monde, ça va pas, c'est mal fait, etc. etc., etc. Bon. Macron, il a tenu une conférence nationale sur le handicap, avec le roulement de tambour, etc. etc. Nous, la fédération a été reçue par le 24 mars au ministère. Ils ont mis 5 mois à nous recevoir. Et on a tiré la sonnette d'alarme en disant ce qui se passe dans les écoles, dans les établissements est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un, par le sort fait aux élèves en situation de handicap, qui sont les premières victimes de cette barbarie. Et deux, pour nos collègues qui n'arrivent plus à travailler. Nous avons donc demandé des choses très, très simples. Un, l'ouverture de toutes les places nécessaires dans les établissements sociaux, médico-sociaux, ITEP, IEM. 2, la formation d'enseignants spécialisés. 3, l'ouverture de places en ULIS. 4, un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Toutes mesures qui sont complémentaires. Et Macron, qui s'est mis en première ligne sur ce dossier, dans la conférence nationale sur le handicap, toutes ces annonces, c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. C'est-à-dire qu'ils poursuivent dans cette, vous savez, cette petite musique qu'on entend maintenant depuis 20 ans, quand même, les élèves en situation de handicap, c'est pas très sympa de les mettre dans des établissements spécialisés. Pourquoi n'auraient-ils pas leur place à l'école? Ce qui est un discours très pernicieux. Donc nous disons, mais ça se discute au cas par cas. Bien évidemment qu'il y a des élèves en situation de handicap qui ont leur place dans une classe ordinaire, avec un AESH, par exemple, ou pas. Mais il y en a d'autres, c'est pas possible. N'importe quel enseignant qui a fait classe, normalement, vous dira, il y a des élèves, c'est pas possible, c'est comme ça. Il leur faut un encadrement spécialisé, des professionnels, etc. etc.
Donc ça, ils le gomment, et donc ils vont poursuivre dans cette inclusion à tout prix, forcenée, systématique. Laurent a raison, c'est pas l'inclusion en soi, ce problème. Qui peut être contre l'inclusion d'élèves en situation de handicap? C'est le fait de le faire massivement, sans prendre en compte les réalités totalement différentes des gamins. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais vous avez un gamin en fauteuil roulant ou un autiste qui pète les plombs dès qu'il y a un peu de bruit, ben, c'est pas pareil. Et le gamin autiste qui pète les plombs quand il y a du bruit, imaginez-vous dans la classe de 28 élèves, le gamin, voilà, il va passer son temps à crier, donc il va taper sur les autres élèves vont se plaindre, le collègue ne va plus faire classe, donc les parents d'élèves vont dire mais c'est quoi ce bordel dans cette classe, et une mécanique infernale qui fait que la classe puis l'école explose. Bon, et bien ça, ils le maintiennent, et le seul truc qu'ils disent en disant oh là là, c'est vrai que l'inclusion, il y a des petits problèmes, donc avec le pacte, on va mettre des enseignants chargés de superviser l'inclusion, et donc quand tu auras un problème avec l'élève autiste dans ta classe de 28, le soir, tu pourras appeler l'enseignant d'à côté qui a accepté d'être pacté pour devenir le référent inclusion, tu l'appelleras, tu dis ben voilà, moi j'arrive plus à bosser, les gamins pètent les plombs, voilà, et donc c'est lui qui va répondre à tes coups de fil. Et c'est là qu'on a la question des AESH, puisque dans cette entreprise de ce qui est une entreprise de démolition de l'école publique, hein, c'est pas une formule de style. Hein. Ils sont arrivés à une conclusion qui fait froid dans le dos. Les AESH coûtent trop cher. Pourtant, les salaires, c'est 880 €. 1180 € par mois. 800. Le net, ça, voilà. 800 net. Sous le seuil de pauvreté. Même les AESH, parce que vous n'y pouvez rien, ils doivent essayer d'en recruter partout, même ça leur fait un budget important. Donc, ils ont inventé un nouveau truc. Mais est-ce qu'en mettant trop d'AESH, finalement, ça ne nuit pas à l'autonomie des élèves? D'où la dernière annonce en date, qui tient en une phrase, hein. On n'a pas plus de précision. Macron a indiqué qu'il supprimait les AESH. Il les supprime. Alors, c'est une phrase. Il veut fusionner les AESH et les AED, qui sont les surveillants dans le second degré, en gros, hein, pour faire simple, qui sont des précaires, avec un salaire un tout petit peu plus que les AESH, mais guère plus, pour faire une unique fonction d'accompagnant de réussite éducative. Bref, en gros, mélanger AESH, AED, en profiter pour, d'ailleurs, en virer la moitié, et essayer toujours la même logique, toujours mutualiser, faire des économies. Et là, Macron dit, mais il n'y a pas de problème, puisqu'il y aura le pacte. Il y a des enseignants qui vont être payés en plus pour suivre tout ça, donc il n'y aura plus de problème. Ce qui veut dire que le pacte, c'est pas que travailler plus pour gagner plus. C'est ça, c'est vrai. Et peut-être qu'il y a des collègues qui le feront, hein, moi je ne porte pas de jugement, par exemple. Mais c'est un outil pour avancer dans leur politique de destruction de l'école publique et de mise en place de réformes contre notre statut. Dernière chose, après je m'arrêterai sur le pacte. Dernière question. On a été au groupe de travail, on a dit, c'est le seul auquel on est allé. Hein. Depuis les retraites, on n'y va pas. Mais là, on s'est dit quand même, il faut y aller. On a posé 2 questions, non même une seule, au ministre. Monsieur le ministre, un truc, votre pacte, voilà, imaginez que les collègues s'en saisissent. Le pacte, c'est une enveloppe fermée. Oui. Donc le pacte, ils ont un budget. Si ici, vous demandez tous le pacte, vous l'aurez pas. Parce qu'ils ont... Donc on dit, monsieur le ministre, prenons un exemple, hein, il y a une école, là, les collègues sont motivés, les 8 collègues ils veulent faire des missions supplémentaires pour gagner plus. Oh ben non, si les 8 demandent, ça, non, ça fera de... Oui, mais qui décide? Qui décide, voilà, vous demandez tous le pacte. Oui, non, non, oui, non, 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 oui. Réponse du ministre, le directeur d'école. Comment ça, le directeur d'école? Réponse du ministre. C'est pour ça qu'il faut faire adhérer les directrices d'école. Réponse du ministre, il ne vous a pas échappé, ce qui est vrai, qu'on a voté une loi qui s'appelle la loi Rilhac et qui donne au directeur une délégation de compétences de la part des IEN. Ce qui veut donc dire que, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas plus de précision, les directeurs vont être contraints d'arbitrer, ce qui fera des forts d'empoigne invraisemblables dans les écoles,
ce qui va mettre, un, les directeurs en position de décideurs, et de deux, bah, les confronter à des situations extrêmement complexes, pourries dans les écoles. Donc le pacte sert aussi à avancer dans ce qu'il cherche à faire depuis 30 ans, d'avoir des vrais directeurs, qui soient chefs d'établissement, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est une attaque globale contre l'école publique. Je ne développerai pas sur le projet de loi Brisson, Laurent l'a très bien expliqué. C'est une attaque globale, et le pacte, il sert à ça. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, la première chose, c'est d'expliquer aux collègues, de bien donner toutes les informations. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Nous, on a vocation à expliquer ce qui ne va pas bien, mais on a vocation aussi à agir pour défendre les revendications. Bon. On a donc, c'est pour ça que je suis arrivé ce matin, et en retard d'ailleurs, parce que hier, on a convoqué une réunion intersyndicale de toutes les fédérations de la fonction publique, de l'éducation nationale. On leur a dit d'abord, sur les retraites, nous, tout comme des confédérations, on est tous unis pour le retrait, il faut le dire, on le dira. Deuxièmement, on leur dit, pour nous, ça ne s'oppose pas de faire une initiative contre le pacte pour des augmentations pour tous, indiciaires, sans contrepartie, pour la défense de l'école, et contre la réforme des retraites. Ça ne s'oppose pas. Il y a la grève du 6 juin qu'on va préparer, etc. Et nous, hier, on a ouvert la discussion avec eux sous l'angle suivant. Le pacte, il va passer au comité social ministériel le jeudi 25 mai. Nous, on leur a dit, ben, notre proposition, c'est un rassemblement devant toutes les DSDE des rectorats la veille du CSA ministériel pour mettre la pression le mercredi 24 mai, et bien sûr, grève, mardi 6 juin, retraite, pacte, etc. Donc, voilà. Ils n'ont pas sauté de joie, les autres syndicats. Oh là là, mais un mercredi, est-ce qu'on aura du monde? On n'était pas pour nous faire une grève la semaine d'avant le 6. Bon, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Donc on se revoit dans 3 jours, dans 4 jours. On verra bien ce qu'ils nous diront. Ils ont demandé un petit délai pour réfléchir. Je ne sais pas si cette affaire de 24, on y arrivera, on ira au bout ou pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'il faut prendre toutes les initiatives partout pour rencontrer les collègues, lister comme vous l'avez fait tout ce qui ne va pas, et prendre toutes les initiatives, demande d'audience, délégation, pétition, etc. Si c'est intersyndical, tant mieux, c'est formidable. Ben, si les autres ne veulent pas, nous, on y va. Mais en tout cas, nous sommes le syndicat de la résistance. Nous sommes le résistant. La situation est difficile, hein. On en prend plein la gueule, les enseignants, les AESH. J'en discutais avec Eric, on n'a pas de solution miracle, hein, ni pour les retraites, ni sur le reste, pour gagner. Mais par contre, on a une méthode, c'est regrouper les collègues, chercher à les défendre, se bagarrer, audience, rassemblement, pétition, grève parfois, et on y va, on y va, on y va. Je pense que les collègues se syndiquent de plus en plus massivement à FO, ben, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on ne baisse jamais les bras et qu'on cherche toujours, même dans une période très difficile comme en ce moment, à défendre toutes les revendications. Donc voilà, si j'ai pas été clair, vous n'hésitez pas à me reposer des questions sur tel ou tel aspect des réformes en cours. Voilà.